je suis accompagné, ou responsable d'eux, accompagné de Mariam Majidi, qui est d'origine persane. Voilà, c'est ça. Voilà, à ne pas confondre avec d'origine arabe. Ah non, non, c'est Voilà. pas du tout la même chose. Voilà, absolument. Et Mariam vient de publier un, je ne sais pas comment l'appeler, elle dit un roman, moi je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler un roman, mais elle va expliquer ce choix de terme. Oui, bien sûr. J'aurais presque dit un récit, parce que c'est vraiment un récit de vie. Mais bon. En couverture, vous voyez qu'il y a une très très belle photo, très inquiétante, enfin légèrement inquiétante pour certains. Légèrement, c'est légèrement. Oui, c'est une photo du photographe américain Arthur Tress, un célèbre photographe américain que vous pourrez admirer à l'occasion de ce salon. Une phrase que Mariam a dit dans son ouvrage, c'est « Je ne suis pas un arbre, je n'ai pas de racines ». Je crois que s'il y a une phrase qui résume son ouvrage, ce serait peut-être celle-là, pour moi en tout cas. Oui. Et je vais vous lire un petit extrait d'un texte qui a été écrit par Éric Darsan sur Internet à propos de cet ouvrage. Je ne sais pas si Mariam le connaît. Je l'ai lu et c'est un très beau texte. Lou Darsan aussi a écrit un très beau texte sur son blog. Donc c'est très très joli comme texte. Ils en parlent très bien. Et il dit ceci: avec grâce, joie, profondeur et légèreté, par-delà la nostalgie, par-delà le regret, la gratitude ou le rejet qu'elle ressent, évoque et transmet, Mariam Majidi emprunte la voie des airs, déploie simplement mais sûrement toute l'envergure du réel contre l'irréalité induite par le déracinement forcé, évite la pesanteur des plaintes, esquive tous les chemins balisés par la peur, l'ignorance, l'instrumentalisation, la croix et les voiles, esquisse la trajectoire d'une femme qui écrit, qui s'écrit, et j'ai rajouté qui s'écrit, du verbe s'écrier évidemment, dans cet ouvrage que j'ai commencé à lire quand j'ai reçu les différents ouvrages que je devais lire pour ces cafés littéraires, et j'ai commencé à le lire, j'ai passé la nuit avec cet ouvrage, enfin même pas la nuit parce qu'il se lit très rapidement, mais ça c'est souvent un bon signe. Alors Mariam, merci. Je ne suis pas un arbre, je n'ai pas de racines. Alors oui, c'est la petite fille qui dit ça à un moment donné comme provocation en fait à son père qui l'oblige à parler persan à la maison et français à l'extérieur. Et elle lui répond ça pour lui dire d'une certaine façon, mais laisse-moi tranquille avec ces histoires de racines, puisque je ne suis pas un arbre. Donc c'est une provocation. Après, de manière plus mature, plus adulte aujourd'hui, voilà, l'auteur que je suis dirait évidemment que nous avons tous des racines. Elles sont même précieuses, ces racines. Et je crois que les retrouver ou se réconcilier avec elles, c'est aussi un apaisement profond et durable dans la vie. Et qu'un être humain ne peut pas vivre sans la mémoire de ses racines. C'est impensable pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Oui, alors, ça me rappelle ce qu'ont vécu beaucoup de Bretons. Mais oui, mais totalement. Mais c'est vrai. Dont moi-même, quand j'étais petit, je viens d'une famille bretonne, et mes parents me disaient, il est temps que le breton soit supprimé, qu'il arrête d'être parlé, parce qu'il ne sert absolument à rien. Ça. Ce que je trouve absolument criminel, bien évidemment. Sûr. Et je dirais que c'est la blessure de ma vie, personnellement, comme ça a sans doute été la vôtre. Bien sûr, et puis, alors c'est intéressant, parce que comme le breton, le basque, on pourrait prendre aussi cet exemple-là, c'est comme si, moi, en tant que petite fille, j'ai vécu le persan au même niveau. J'avais l'impression que c'était une langue qui n'était pas légitime. C'était une langue qui n'avait aucune place dans la société, hein, à l'extérieur justement de cette maison. Et que finalement, ce père qui oblige sa petite fille à parler persan à la maison, c'est une manière aussi de dire, mais souviens-toi aussi de la langue de tes ancêtres, de la langue de ton père, de ta mère, de ce qui fait aussi ton identité. C'est pour ça qu'il veut l'imposer. Elle dit non, et puis finalement elle finit par accepter. Mais c'est tout le chemin,
tout le cheminement vers finalement cette identité avec laquelle on se réconcilie, oui. Et en fait, en termes, on pourrait dire en termes psychanalytiques, c'est une injonction paradoxale. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire, on dit il faut que tu aies des racines. Non, il faut que tu aies des racines, mais je t'empêche d'avoir ces racines, quelque part. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je t'offre une cravate bleue et une cravate rouge, je mets la cravate bleue, pourquoi? T'aimes pas la rouge? Ouais, c'est ça. C'est ça. L'injonction paradoxale, c'est devant un appareil photo, soyez naturel. Ouais. Impossible. Alors, cette notion-là, elle est intéressante justement concernant le personnage du père, en fait, dans mon roman, parce que le père oblige sa famille à manger des croissants, parce qu'il dit, bah, les Français mangent ça tous les matins, ce qui est faux en plus. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Français qui mangent tous les matins des croissants? Bon, on dirait obèse, hein, heureusement. Il oblige à manger le fromage, le camembert qui pue, le vin, enfin bon, il veut devenir français, le père. Et plus il veut français que les Français. Oui, presque ça, ça devient presque extrême. Oui. Et il veut que sa famille aussi devienne, soit vraiment une famille normale, française. Et en même temps, il est dans ce paradoxe parce qu'il a peur que la petite fille oublie ses racines. Voilà, d'où parlons persan à la maison, parce qu'après, mais qui allons-nous devenir? Voilà. Oui, bien sûr. Et ça me rappelle aussi mon enfance. Désolé de revenir à moi là-dessus, mais je crois que c'est très proche ce parallèle. Bien sûr. Mes parents qui me disent tu ne parleras pas breton parce que le breton c'est une langue d'arriéré, carrément, une langue de plouc. Alors ils étaient paysans en plus, donc des ploucs, vraiment. Nés à Plougonvin, plouc, ça vient de là finalement. Et mon père qui me prend dans ses bras, j'avais 8 ans, 9 ans, et il m'amène à l'arrière de la maison et il me dit, tu vois le manoir là qu'il y a, le manoir de Mézéderne, pour ceux d'entre vous qui connaissent vraiment bien la Bretagne, et bien là il y a né quelqu'un qui s'appelle Jean Lagadec, et ce Jean Lagadec a été la personne à publier le premier dictionnaire trilingue jamais publié au monde en 1499. Ce dictionnaire s'appelait le Catholicon et c'était un dictionnaire trilingue breton, latin, français. Pour un pays arriéré, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez? Donc cette injonction paradoxale, c'est-à-dire tu ne parleras pas breton parce que c'est une langue dont on ne peut dire que du mal, et en même temps tu vois la fierté. C'est-à-dire on est pris entre deux feux, quoi, et on ne sait pas où donner de l'âme. Bien sûr, on ne sait pas comment se situer, où se positionner, et ça c'est terrible au niveau identitaire. C'est absolument terrible. Parce qu'on ne peut pas vivre entre les deux, on ne peut pas vivre dans un espace vide et tiraillé entre deux bords. Et donc je crois on va voir un psy. Ou alors on va voir un psy. Et c'est vrai que le Marx et la poupée, ce roman, c'est aussi la réconciliation avec ces deux bords. Oui. Et alors, il y a aussi, donc, dans le titre lui-même, j'en ai pas parlé, Marx et la poupée, on voit vraiment donc Karl Marx, parce que c'était finalement la vedette, le grand personnage de papa. Et de maman. Et de maman, de la famille. Ma mère, grande marxiste à l'époque, vraiment. Alors oui, voilà, mes parents avaient eu la brillante idée d'être des communistes sous le régime de Khomeini en Iran. Ça, c'était une superbe idée de leur part. C'était un très bel engagement, hein, sans ironie. Mais ça ne pouvait pas aller de pair avec le régime des mollahs instauré par Khomeini en 79 en Iran. Et donc, ça devenait très dangereux pour nous, très risqué, d'où l'exil qui est raconté dans ce roman. Nous avons été obligés de nous exiler, voilà, très vite. J'ai une question, Mariam, sur votre écriture. Est-ce que c'est une écriture qui vous est venue, qui a coulé de source, ou au contraire, qui a été très travaillée? Pas du tout. C'est une écriture complètement chaotique, en fait, l'élaboration de ce roman, parce que je l'ai commencé, je vivais à Pékin, j'avais décidé d'aller vivre à Pékin, comme ça, sur un coup de tête, je voulais être loin de la France et de l'Iran, j'en pouvais plus, justement, de ces deux bords, j'en pouvais plus. Et donc, je suis allée vivre en 2010 à Pékin, et en 2012, je commence l'écriture de Marx et la poupée, j'écris 20-25 pages, quelque chose comme ça, et pendant 2 ans, je n'y touche plus. Mais plus du tout, mais par contre je ne fais que d'y réfléchir et c'était en gestation dans ma tête, comme la petite fille qui a le français en gestation dans sa tête et d'un coup elle l'exprime. Et là c'est ce qui s'est passé, pendant 2 ans rien, je n'écris pas et je vais ensuite m'installer à Istanbul pendant 2 ans et les 3 derniers mois précisément à Istanbul, j'écris 180 pages comme une folle et tout est sorti et j'avais déjà le squelette dans la tête et voilà.
Oui, oui, c'est ça. Ça me rappelle la fameuse phrase d'Hitchcock qui disait « Mon film est fini, je n'ai plus qu'à le tourner ». Ouais, c'est Tellement exactement tout était ça. préparé dans sa tête, le scénario, le storyboard, Ah, etc. c'est très juste, Hein, c'est très je crois juste. que c'est un peu ça. Ouais. Hein. Alors, dans Je n'ai votre plus ouvrage, qu'à le filmer. je n'ai plus qu'à le filmer, je n'ai plus qu'à le tourner. Je n'ai plus Je n'ai plus qu'à le tourner. Mon film est fini, je n'ai plus qu'à le tourner. Je n'ai plus qu'à le tourner. Je trouve Super. ça, c'est absolument magnifique. Ah ouais, je retiens ça, c'est très beau. Et alors, je dirais que il y a 3 naissances qui forment cette histoire, Voilà. si on peut parler d'histoire, puisque c'est quand même un historique de votre vie. Ouais, c'est un roman autobiographique, oui, bien sûr. C'est un roman, c'est un roman. Oui, alors on peut en parler après. Alors justement, c'est un roman ou un récit? Ah, mais moi, oh, c'est considération. Ben, le récit, normalement, il y a quelque chose. Non, peut-être pas, mais allez, on va quand même pinailler. Le récit contient quelque chose de plus autobiographique que le roman. Que le roman. C'est-à-dire, il y a quelque oui, chose de la réalité. Mais bien sûr, non, mais vous avez tout à fait raison, mais au sens large, on en fait ce qu'on veut du roman. Absolument. On y met ce qu'on veut, c'est ça qui est fabuleux avec le roman. C'est un genre qu'on n'a jamais su définir jusqu'à présent. On peut y mettre tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a préféré avec l'éditeur cette appellation-là plutôt que récit, voilà. Parce que la dimension historique est présente, mais moi je l'ai totalement aussi transformée avec l'imaginaire. Parce que parfois c'est les éditeurs qui décident du titre ou qui décident du sous-titre justement, de la case. Non, là on avait décidé ensemble. Hein. D'accord, ok. Ah, oui, donc 3 naissances, celle de sa famille, donc des parents marxistes, militants marxistes. Mariam a eu un oncle emprisonné et elle a eu une grand-mère très protectrice. Oui, très présente. Deuxième naissance, celle de l'Iran. Voilà. L'horreur des révolutions confisquées de 1980 et de 2009. Voilà. La vie quotidienne entre peur, et là je cite, peur, mort, torture, les déesses malveillantes. Voilà. C'est magnifique comme phrase. Peur, mort, torture, les déesses malveillantes. Ce sont des sensations et des souvenirs d'enfance. Et enfin, non, troisième, il y a 4 histoires. Celle de l'exil en France à 6 ans. Donc ce n'est pas étonnant que Mariam parle français mieux que nous, comme la plupart des étrangers qui renaissent dans une autre langue. Je me rappelle aussi avoir rencontré Nancy Houston un jour qui disait, vous savez qu'elle est née au Canada, dans le Saskatchewan ou l'Alberta, en fait, quelque part dans une province très lointaine du Canada. Et elle est arrivée en France, je crois, à 21 ans, ou quelque chose comme ça, ou à 18 ans, enfin ça n'a pas grande importance. Et elle dit, je suis arrivée dans le français et j'ai su tout de suite que c'était ma langue. Ce qui est assez incroyable. Et Nancy Houston, elle a écrit toute sa vie en français, alors qu'elle est arrivée en France, elle ne parlait pas un seul mot de français. Et ce n'est que ces dernières années, je crois les 4 ou 5 dernières années, qu'elle a commencé à écrire en anglais. Elle s'est réconciliée avec sa langue maternelle. Mais de trouver une autre langue qui dit « voilà ma langue », c'est absolument extraordinaire. C'est une langue qui s'impose, qui est à peine choisie finalement. Donc il y a ça, celle de l'exil, l'histoire de l'exil, et puis celle donc, la plus récente de vos péripéties, c'est-à-dire ces longs séjours successifs en Iran, 20 ans plus tard, voilà, mais aussi le retour, en Inde, en Turquie, en Chine, etc. Donc c'est vraiment, vous faites un véritable périple au sens propre du terme, c'est-à-dire le périple c'est on fait le tour de la question. C'est sûr, c'est vrai, c'est ça. Parce qu'on revient, en fait, finalement, la troisième naissance, la troisième partie, fait écho à la première qui se passe en Iran, bien sûr. Il y a cette idée de revenir aux sources, mais comme je l'écris, ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même fille, ce n'est plus la même langue, voilà. Bien sûr. Mariam, on peut vous demander de vous lire ce poème persan? Comme ça, de but en blanc, le Ah bah oui, bien sûr. Non? C'est dur. Non, je vais vous le lire. Bon bah, je ne sais pas si les auditeurs vont comprendre quelque chose d'un coup. C'est simplement pour les sonorités. D'accord? On ne comprendra sans doute rien. Mais alors, on va peut-être quand même un peu introduire, non? Le chant de la langue, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est le chapitre qui s'intitule « Khayyam, en veux-tu, en voilà ». Khayyam est un poète persan du XIe siècle, 11-12e siècle, il est à cheval entre les 2 siècles. C'est un poète iranien. Moi, j'ai étudié Khayyam pour un mémoire de littérature comparée et j'avais appris ces quatrains par cœur. C'est le Koubaya?
Voilà, c'est les Rubaiyat. Rubaiyat. Et j'avais appris ça par cœur et j'avais utilisé ça pour séduire les hommes. Voilà, bon, j'ai arrêté maintenant, bien sûr, hein, mais c'était ce que j'appelais mon arme de séduction massive et ça marchait avec les orientalistes, mais c'était super facile. Les proies les plus faciles, comme je l'écris. Et donc je leur récitais Khayyam à tout bout de champ et voilà. Donc je vais. Alors, allez, récitez-nous un peu. Lisez-nous un peu de Khayyam. Alors. C'est la première fois qu'on lit du persan dans le salon du livre de Quiberon. Voilà, vous aurez la primeur. La primeur et le plaisir d'entendre du persan dans la bouche d'une persane. Voilà. Mais comment peut-on être persan? Alors, je vais vous le lire. Martov benure dormanishab beshekoft. Meinush dami bentaraz il natvon yoft. Khoshbosh o mayandish ke martov basi andar sarechok yek ve yek khohat toft. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire... Le clair rayon de la lune écarte la robe de la nuit. Bois, tu ne trouveras plus un instant aussi propice. Sois heureux et sans souci, car cette lune que tu vois déversera sa pâle lumière sur nos tombeaux bien des nuits. C'est beau, hein? Voilà, c'est une magnifique, hein? incitation à boire et à... Oui. Merci. Vous voyez qu'on apprécie le persan. Ça va droit au cœur. Bien sûr. Alors c'est quand même intéressant. Il est des coïncidences comme ça assez incroyables. Mariam nous parle du Rubaiyat de Khayyam. Et puis Didier Lecoing nous parle du jardin avec les carpes, etc. Du Japon du XIIe siècle. Donc on est complètement contemporains, deux mondes complètement différents qui se retrouvent ici à Quiberon pour cette veille de Pâques finalement. Et Pâques c'est le passage, comme chacun sait. Et le passage, c'est-à-dire le passage d'une histoire à l'autre, le passage d'une ère à l'autre, et le passage aussi dans le sens de la passation. On donne quelque chose à l'autre. Et je trouve que c'est très très beau. Merci. Merci à vous. Alors, il y a une phrase de Simone Weil que vous citez, qui est une phrase très belle, qui vient de La pesanteur et la grâce, hein, et qui est citée en exergue de la seconde partie. Et elle dit ceci: il faut se déraciner, couper l'arbre et en faire une croix, et ensuite la porter tous les jours. Ça, ce sont des références évidemment au carême, à la passion, etc. C'était hier, ça. Mais oui, c'est ça, c'est pas Simone Weil, ça. Ah, je croyais que c'était Simone Weil. C'est qui, ça? Parce que dans le... Alors, je me rappelle plus où c'est. Non, enfin. Alors, j'ai du mal lire. J'ai du mal lire. Mais ça pourrait être d'elle. Simone Weil dit... Ça pourrait être d'elle. Il ne faut pas être moi, mais il faut encore moins être nous. La cité donne le sentiment d'être chez soi. Prendre le sentiment d'être chez soi dans l'exil, être enraciné dans l'absence de lieu, se déraciner socialement et végétativement, s'exiler de toute patrie terrestre. D'accord, alors j'ai dû prendre une autre phrase dont ça ne me paraissait pas très clair, justement. Je me suis dit, bah si, ça doit être de Simone Weil, c'est tout à fait, c'est bien elle, après tout, pourquoi pas. Donc, ce déracinement, là, c'est... Est-ce que maintenant que vous avez vécu cela pendant toute votre vie, finalement, hein, enfin, à partir de l'âge de 6 ans, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, finalement? D'être déraciné? D'être déraciné, comme ça? Non, d'être déraciné, c'est une souffrance. On ne peut pas dire que l'exil soit une partie de plaisir. C'est quelque chose d'abord qui est très dur à vivre, surtout quand on est enfant. Donc il y a de la douleur, il y a de la séparation, il y a énormément de sentiments négatifs qui accompagnent l'exilé dans son parcours. Donc ça, non, je ne peux pas faire l'apologie de l'exil. Par contre, est-ce qu'il y a aussi une culpabilité? Il y a la culpabilité d'avoir fui le pays et d'avoir laissé ce pays aux mains, nous en tout cas en ce qui nous concerne, des mollahs, avec 2 oncles en prison, etc. Donc c'est bien sûr qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Non, ce qui est beau, ce qui est fort et ce qui donne de la force, c'est de pouvoir s'enraciner dans la littérature, de trouver sa langue d'expression, sa langue de poésie, et de pouvoir exprimer les blessures à ce moment-là, bien sûr. Là, on est
dans un enracinement tellement plus vrai, tellement plus juste que l'appartenance à une patrie quelconque ou à une nation qui nous aliène. Voilà, moi je crois que c'est surtout ça l'idée. Parce que c'est un enracinement choisi. Parce que c'est un enracinement choisi et c'est un enracinement qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de limite. On est dans le monde quand on est dans la littérature. Et je crois que là, la petite fille, cette petite héroïne, trouve sa véritable identité. Et c'est le livre, voilà. Oui, ça rappelle aussi une phrase de Machado, ou de Lorca, non Lorca je crois, le poète assassiné du franquisme, qui disait celui qui apprend une nouvelle langue acquiert une nouvelle âme. Ouais, c'est très Et je crois que ça c'est très très beau. Hein? L'hombre quien aprende una nueva lengua adquiere un alma nueva. C'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut que les enfants soient bilingues, trilingues, quadrilingues, quintilingues, tout ce qu'on veut. Les enfants peuvent apprendre toutes les langues qu'ils veulent. Et là, je vais citer un linguiste que j'ai cité tout à l'heure à Gérard et Jacqueline, qui sont là présents. Et c'était une phrase d'un linguiste américain qui disait, et je crois que c'est tout à fait en rapport avec ce que vous dites, Maria, c'est si l'on sent, si l'on entend, si l'on ressent comme on le fait, c'est parce qu'on parle une langue qui nous prédispose, qui nous y prédispose. C'est-à-dire que si l'on apprend deux langues, eh bien on a deux visions du monde totalement différentes. Si l'on en apprend trois, on a trois visions du monde totalement différentes. Et je crois que ça ajoute à la richesse de l'humain, au lieu précisément de soustraire. De la réduire, oui. Bien sûr, ça ne réduit rien du tout. Les enfants bilingues, je crois que c'est une richesse absolument incroyable. Que ce soit d'ailleurs des langues extrêmement des langues internationales comme l'anglais, etc., ou l'espagnol, mais des langues qui ne sont pas vraiment reconnues au niveau international. On parle le breton, c'est une nouvelle vision du monde. Bien sûr. Le persan aussi, ou toutes les langues. Voilà. Donc, l'importance de la langue, et chez vous, l'importance de la poésie. Oui, mais alors, moi, quand je parle de langue, je parle de poésie, en fait. Je parle pas forcément de langue étrangère. Oui, bien sûr. C'est vraiment quand j'ai trouvé sa langue, c'est trouver sa langue d'expression de poésie, en fait. Et là est la vision du monde, propre à chacun. Donc, la poésie a une place extrêmement importante en Iran, c'est une place quotidienne. Il y a une anecdote. Je voulais terminer là-dessus. À la fin, oui, terminer là-dessus. Avec le chauffeur de taxi qui me récite un poème magnifique de Hafez. Et c'est extrêmement fréquent en fait en Iran que les gens récitent de la poésie dans le bazar, dans la rue, dans un taxi. C'est pas du tout quelque chose qui est réservé à une classe privilégiée ou une classe d'élite, pas du tout. Et je voulais terminer là-dessus parce que je crois que la véritable identité de l'Iran, elle est là, elle est dans sa poésie. Et c'est ce qu'il faut sauver, me dit ce chauffeur de taxi. Bien sûr. Voilà. Et je pense que je voulais terminer là-dessus pour rendre hommage à cette terre de littérature et de poésie avant toute chose. Avant d'être la terre des mollahs, c'était quand même ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas réduire l'Iran à sa politique. Absolument. Loin de là.